Composants d'un document. Lorsqu'on travaille sur un document numérique, on est amené à en modifier tel ou tel élément. Il est donc nécessaire de savoir comment ces composants s'appellent. On retrouve un vocabulaire familier. Caractères, paragraphes, diapositives, images. Cela recoupe très souvent celui qu'on emploie déjà pour les documents papier par exemple. Pourtant, une part du vocabulaire est spécifique aux documents numériques. Feuilles de calcul, formes graphiques. La maîtrise de ce vocabulaire est essentielle pour s'y retrouver dans les menus. Et au-delà du vocabulaire, il est important de comprendre le sens qui y est associé dans le monde du numérique, pour faire bon usage des outils permettant de les créer, depuis le traitement de texte au diaporama, en passant par le tableur. Nous allons passer rapidement en revue les composants des documents numériques les plus classiques et surtout nous attarder sur leurs propriétés. Prenons l'exemple d'un texte. Sur une page, on trouve des paragraphes, eux-mêmes composés de mots, eux-mêmes composés de caractères. Dans l'exemple ci-contre, vous voyez un titre de couleur orange. Ce titre est également un paragraphe, même si dans le sens usuel, on n'y penserait peut-être pas. Ce qui caractérise un paragraphe dans le monde numérique, c'est qu'il se termine par une marque de fin de paragraphe. Il s'agit d'un caractère non imprimable qui s'insère lorsqu'on frappe la touche Entrée. Il prend la forme d'un pied de mouche, une sorte de P à l'envers. Comme il est non imprimable, il ne s'affiche que si on demande à le faire apparaître dans les paramètres du logiciel. Selon la définition que nous venons de donner, il semble maintenant évident qu'un titre est un paragraphe. Il est souvent utile d'afficher les caractères non imprimables. C'est pourquoi on trouve un bouton très accessible dans la barre d'outils format des traitements de texte. Ce bouton est repérable par le caractère pied de mouche. Il permet d'afficher ces marques, mais aussi les espaces, qui apparaissent comme des petits points, les caractères de tabulation, comme des flèches horizontales, les espaces insécables, et encore bien d'autres caractères. Restons dans le domaine des documents principalement textuels. Un paragraphe est-il défini de la même façon dans une page web? Vous savez peut-être qu'un navigateur affiche une page web en s'appuyant sur un fichier HTML qui n'est composé que de texte sans aucune mise en forme. On y retrouve le contenu textuel du document, mais il est assorti de balises. Vous en voyez un exemple ci-contre. La balise P/P indique que tout ce qui est entre la balise de début et la balise de fin est un paragraphe. Il existe des balises permettant de faire des liens hypertextes ou de faire référence à des images qui seront intégrées à la page web lors de l'affichage. Ce ne sont que quelques exemples, mais il y a une multitude de balises HTML. Un diaporama est composé de diapositives, elles-mêmes composées d'objets variés. On trouve presque toujours un titre et des zones de texte courants contenant des paragraphes de texte portant souvent des puces. On trouve aussi fréquemment des formes graphiques et des images. Passons aux documents qu'on peut créer grâce à un tableur. On les appelle des classeurs car ils peuvent être composés de plusieurs feuilles. Ici, il y en a deux, emprunt et amortissement. C'est la première qui s'affiche sur cette illustration. Dans une feuille, on trouve des cellules. On ne dit pas case ou rectangle, mais bien cellules. Après ce tour d'horizon des composants, on peut maintenant s'intéresser à leurs propriétés. Les propriétés d'un composant déterminent son apparence, par exemple la couleur d'un mot ou sa taille. Elles déterminent aussi sa position, par exemple un paragraphe peut être centré. De façon moins évidente, car moins visuelle, ces propriétés conditionnent également le comportement du composant. Par exemple, si on ajoute du texte au début du document, une image pourra se déplacer avec le texte, ou au contraire, rester attachée à l'emplacement où on l'a attachée au départ. Enfin, elles conditionnent aussi leur apparition dans des objets qui sont générés automatiquement, comme une table des matières par exemple, qui reporte les paragraphes qui jouent le rôle de titre ou de sous-titre. Pour consulter et modifier les propriétés d'un composant, on a deux possibilités. La première consiste
à passer par les menus jusqu'à trouver la propriété qu'on cherche. La seconde consiste à utiliser le menu contextuel. Le menu contextuel est bien pratique. Il extrait des menus les commandes qui sont les plus fréquemment utilisées pour l'objet sur lequel on clique. On le fait apparaître avec CTRL-clic sous Mac et clic droit sous Windows. Les propriétés des divers composants sont très nombreuses et il faut du temps pour les explorer intégralement et pour apprendre à les maîtriser. Si vous êtes curieux, vous pouvez vous lancer dans une exploration systématique. Vous découvrirez des possibilités que vous ne soupçonnez sans doute pas. Voici quelques exemples pour vous mettre l'eau à la bouche. Dans ce texte, plaçons le curseur dans ce paragraphe de titre. Le menu contextuel fait apparaître en particulier les commandes en lien avec le paragraphe où se trouve mon curseur. Choisissons cette rubrique. Les points de suspension indiquent que je vais avoir affaire à une boîte de dialogue et en effet, les onglets organisent les différentes propriétés pour qu'on s'y retrouve mieux. Dans l'onglet Enchaînement, on découvre Traitement des orphelines, traitement des veuves. Cela vous intrigue? Eh bien, une veuve, c'est la dernière ligne d'un paragraphe qui se retrouve seule en haut d'une page. Une orpheline, c'est la première ligne d'un paragraphe qui se retrouve seule en bas d'une page. Ni l'une ni l'autre n'est souhaitable. Et le traitement de texte peut s'occuper de les éviter, comme le ferait un bon professionnel de l'édition. Si je sélectionne une image, je découvre le menu Ancrage qui me permet de dire à quoi je veux que cette image soit accrochée, pour déterminer quel comportement elle aura si on ajoute du texte avant l'image. Se comportera-t-elle comme un gros caractère qui se déplace comme n'importe quel autre? Ou se déplacera-t-elle de la même façon que le paragraphe auquel on va l'ancrer? Passons maintenant au diaporama. Parmi les propriétés de cette forme bleue, je repère texte, point de suspension. Cela permet de définir la façon dont le texte se comporte à l'intérieur de la forme. Le texte sera-t-il renvoyé à la ligne automatiquement? La forme s'adaptera-t-elle au texte qu'elle contient? Quelle marge souhaitons-nous avoir entre le bord de la forme et le texte? Tout cela peut être ajusté par le logiciel à notre bon vouloir. Pour finir, un exemple avec le tableur. Choisissons la cellule qui contient la date de début du prêt. Le menu contextuel nous propose « Formater les cellules ». Dans l'onglet Nombre, on découvre une multitude de formats de dates. Amusons-nous à changer radicalement le format, en demandant à adopter un format de nombre standard. Nombre standard. OK. La cellule affiche maintenant un très grand nombre, 42 004. Il correspond au nombre de jours qui se sont écoulés entre le 1er janvier 1900 et la date en question. Si j'annule, je retrouve la date. La donnée n'a pas changé, seul le format a changé. On voit toute l'importance que revêt le format des cellules dans un tableur. Pour conclure, nous retiendrons que les composants des documents numériques sont nombreux et s'imbriquent les uns dans les autres. Chacun possède une multitude de propriétés qui permettent d'obtenir des effets très précis pour un résultat de qualité professionnelle. La maîtrise de ces propriétés nous font également gagner en efficacité, car nous pourrons définir le comportement des éléments, de façon à ne pas avoir à l'ajuster en permanence.